Bienvenue à l'Assemblée nationale. À côté de l'hémicycle, la séance est ouverte. À l'ordre du jour, il y a une proposition de loi pour répondre aux problèmes de la vie chère en Outre-mer. La France compte 2 800 000 habitants dans les océans. Et sur ces terres, loin de l'Hexagone, les prix sont bien plus élevés qu'en métropole, de 30 à 42% de plus qu'en métropole. C'est notamment le coût des importations. Cette situation d'inégalité évidente donne régulièrement lieu à des mobilisations importantes, notamment en Martinique à l'été 2024. Des mesures ont été prises venues de l'exécutif ou du Parlement, mais insuffisantes pour régler ce problème de la cherté de la vie en Outre-mer. Une nouvelle initiative est présentée ce jeudi 23 janvier. Elle vient de la députée de Martinique, Béatrice Bellé. Elle porte son texte dans le cadre de la journée réservée au groupe socialiste et apparenté. Elle le porte avec beaucoup d'éloquence et l'espoir de faire changer les choses. En Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, à Mayotte, en Polynésie française, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le peuple est en colère. Cette colère profonde, légitime, est le cri assourdissant de peuples qui refusent désormais le silence. Elle est aussi la voix des peuples qui refusent de demeurer dans la peur, l'infériorité, le tremblement, la prosternation, le désespoir, le larbinisme auquel on voulait les réduire par la violence, la domination, dénonçait France Fanon. Ni chaîne, ni maître. Nous ne reculerons et n'abandonnerons jamais notre quête, notre besoin de liberté. Cette proposition de loi s'inscrit dans une continuité historique et militante du Parti socialiste et je remercie mes collègues socialistes pour leur constance et leur solidarité. En 2009, après 40 jours de grève en Guadeloupe et en Martinique, les accords bien plus ambitieux et engageants que ceux que nous allons faire aujourd'hui posaient les bases larges du combat contre la vie chère. Nous devons nous les réapproprier sur leur mise en œuvre aussi, l'État Cadouez-nous. En 2012, Victorin Lurel faisait adopter la loi régulation économique pour lutter contre la vie chère. En 2017, les accords dits pour la Guyane décollée naissaient dans un contexte de mobilisation citoyenne d'une ampleur inédite. Et en 2017, Georges-Paul Angevin initiait avec Erika Barrette la loi égalité réelle. En 2023, toujours les socialistes, Johnny Ajar, à travers une commission d'enquête, rapportait un état des lieux précis de l'économie des pays des océans et de la vie chère. Aujourd'hui, il nous revient à nouveau de faire face à cette injustice économique et sociale persistante, une injustice qui enferme 2,8 millions d'habitants des pays des océans dans un système où vivre dignement est un combat quotidien, continu. Et c'est debout, puissant, que nous le menons. Alors oui, les moyens de la lutte sont parfois contestables, mais la lutte est juste. Et le RPRAC, en Martinique, est venu lui redonner du carburant. C'est ainsi que depuis septembre 2024, de Fort-de-France à Paris, les mobilisations ont réuni tous les océans. Nous avons vu des femmes, des hommes, des enfants, des syndicats, des partis politiques se lever ensemble pour dire stop. En réponse, répression, matraque, lacrymogène, privation de liberté ont été les réponses les plus éloquentes, nous en espérons d'autres, de l'État, plutôt que des mesures concrètes pour remplir les frigos et restaurer la dignité. Par l'empoisonnement au chlordécone, c'est aussi notre capacité à vivre de nos terres qui a été étouffée. Et vous pensez que nous pouvons et que nous n'avons pas le droit d'être en colère, d'être indignés, d'être révoltés, quand partout, c'est de l'insuffisance de la volonté de l'État dont nous sommes les témoins. Aujourd'hui, nous disons stop à cette complaisance envers les rentes économiques qui asphyxient nos territoires. Stop à cette vision coloniale qui considère encore nos pays des océans comme des confettis de l'Empire. En important plus de 90% de ce que nous consommons, nous créons de l'emploi, nous créons de la richesse, mais nous la créons ici, en France, sur le continent européen. Les héritiers des anciens geôliers de notre liberté ne peuvent pas rester les geôliers de notre argent, de notre sueur, de nos espoirs et de notre capacité à l'émancipation. 40%, vous le savez, c'est ce que nous payons en moyenne en plus pour nous nourrir, pour nos voitures, pour nos télécommunications, nos services, jusqu'à l'argent que nous empruntons est plus cher.
Et ce sont quelques-uns qui en profitent. Ce sont nos petits entrepreneurs qui tirent la langue, eux aussi asphyxiés par des réalités et un système injuste. Ce système crée l'exil des nôtres et de nos forces vives, car qui peut rester insensible à des enfants, et je les ai vus, qui entassent plusieurs morceaux de pain dans leur poche pour se garantir un dîner? Pas moi. Qui peut croire que c'est la voracité qui emmène des consommateurs à se ruer dans les supermarchés pour des produits à bas prix et de piètre qualité? Pas moi. Ces familles ne réclament pas la charité, ni la pitié. Elles réclament la justice, une justice qui désarçonne les rentes commerciales, qui combat la misère et qui ouvre la voie à une véritable émancipation sociale et économique. Je ne suis pas intéressée par des solutions superficielles. Nous devons attaquer les racines du problème. Cette proposition de loi s'inscrit précisément dans cette démarche. Évidemment, nous l'aurions voulu plus ambitieuse, mais nous sommes dans une journée courte d'initiative parlementaire réservée à l'opposition. Elle est donc contrainte, mais se veut efficace et ciblée pour répondre à l'urgence de réformer ce modèle économique. Ce texte repose donc sur 4 axes. Renforcer le bouclier qualité-prix, c'est-à-dire élargir son champ à davantage de produits, à la téléphonie, à la pharmacie, aux pièces détachées automobiles, viser les prix équivalents à ceux de l'Hexagone. Imposer la transparence financière en sanctionnant les entreprises qui refusent de publier leurs comptes et celles qui abusent de leur position dominante. Lutter contre les monopoles et les oligopoles, réduire les seuils de contrôle de concentration économique et briser les rentes qui étranglent la concurrence. Augmenter enfin les moyens des observatoires des prix, leur donner les outils nécessaires pour protéger les consommateurs et mieux analyser et combattre les mécanismes de la vie chère. Ce texte n'est pas un simple catalogue de mesures techniques, c'est une première étape cruciale pour construire un nouveau modèle économique plus juste et plus durable qui s'appuiera sur nos territoires, leur potentiel humain, entrepreneurial, social, culturel, dans leur géographie cordiale. Mes chers collègues, ce qui ne peut être changé doit être affronté, alors affrontons avec lucidité, courage, cette violence économique qui étouffe nos concitoyens. Cette violence, voici son visage, des marges arrière des distributeurs, outils opaques qui gonflent artificiellement les prix et nourrit les profits de quelques-uns, une concentration économique avec ces monopoles et oligopoles qui construisent les prix, où chaque maillon de la chaîne, du transporteur au distributeur, prélève une marge grasse et épaisse sur le dos des plus modestes. Leurs conglomérats, leurs groupes performants, c'est chez nous qu'ils les ont construits. Yoka Douenou. Vous le voyez, cette violence n'a pas le visage de la raison, mais celui de la profitation. C'est un appel à la responsabilité collective auquel je vous enjoins, et à celles et ceux qui tenteraient d'affaiblir cette loi, je le dis ici. Chaque recul sera une trahison envers les familles qui, par-delà les océans, attendent de nous, attendent de vous, attendent de l'État la protection. Aujourd'hui, chaque député ici présent porte cette responsabilité. Vous ne ferez pas votre marché électoral sur nos colères en vous cachant derrière des mots, des promesses que vous ne tenez pas. Ce vote est l'engagement que nous ferons aux 2,8 millions d'habitants des pays des océans, une promesse d'égalité dans la différenciation. Mesdames et messieurs, ce texte nous appelle à refuser la fatalité, à construire un avenir où nos territoires ne seront plus captifs d'un modèle hérité du passé colonial. C'est une invitation à ouvrir des espaces d'émancipation, de progrès et de justice sociale. Je vous invite donc à voter ce texte, non par solidarité, mais par devoir. Le devoir de répondre à cette colère par des actes, le devoir de redonner espoir à nos concitoyens. Merci, chers collègues. C'est d'ouvant nous qu'a gadé, c'est pour la victoire nous qu'a allé. Et voilà pour ce plaidoyer de Béatrice Bellé à la tribune de l'Assemblée nationale pour une vie moins chère en Outre-mer. Le texte est examiné dans le cadre de la journée d'initiative parlementaire dédiée au groupe socialiste et apparenté. Il a le soutien du gouvernement. Manuel Valls, ministre des Outre-mer, dénonce lui aussi une situation injuste, des inégalités inacceptables, bombe à retardement au cœur de la République. Les barricades érigées par les Martiniquais en septembre 2024 sont loin d'être de simples réminiscences des mouvements de 2009 et de 2021. Elles sont le témoignage vivant et brûlant, vous venez de l'entendre, d'une fracture sociale, d'un sentiment d'inégalité et d'un ressenti d'injustice qui s'aggrave dangereusement. La cherté de la vie dans les territoires d'outre-mer
n'est pas seulement un sujet ancien, comme on dit, c'est une véritable bombe à retardement qui menace d'exploser au cœur même de la République. Il y a eu bien sûr des premières réponses, comme la loi dite Lurel relative à l'égalité réelle outre-mer, adoptée en février 2017. Vous auriez pu même rappeler qui était le Premier ministre à l'époque qui avait engagé ces réformes. Je le connais bien. Mais face à des écarts de prix qui dépassent parfois 40% pour certaines catégories de produits et dans certains territoires, comment donner tort à ceux qui parlent de France à 2 vitesses ou à plusieurs vitesses? Et je pèse mes mots et j'affirme avec force que cette situation met en péril la cohésion sociale et à travers elle l'intégrité même de notre nation. Au bord d'une crise qui pourrait déchirer celle-ci, nous ne pouvons donc plus nous contenter de demi-mesures, de déclarations d'intention ou de promesses creuses. Je vous l'accorde. L'heure est venue d'agir avec une très grande détermination, de mettre en place des solutions nouvelles, radicales, efficaces et durables pour combler ce fossé qui menace de devenir un gouffre insurmontable entre l'Hexagone et nos territoires d'outre-mer. Nous avons beaucoup de choses, sinon tout à inventer. Ce défi, je l'ai tout de suite identifié comme l'une de mes priorités dès mon arrivée au ministère des Outre-mer. Je crois que le Premier ministre et le gouvernement tout entier partagent cette impérieuse nécessité d'agir. Je nous interroge collectivement et je prends ma part de responsabilité, mais chacun doit la prendre, les élus aussi. Comment avons-nous pu ainsi laisser aller les choses? La responsabilité n'est pas seulement celle de l'État, c'est trop facile. Le constat est pourtant sans appel. Selon l'INSEE, en 2022, l'écart de prix vis-à-vis de l'Hexagone était de près de 16% en Guadeloupe et 14% en Martinique et en Guyane. Je ne vais pas vous assaillir de chiffres, mais ce constat déjà frappant est aggravé si l'on y regarde de plus près. Premièrement, la tendance est à l'aggravation. Ainsi, entre 2015 et 2022, cet écart de prix a augmenté de plus de 3 points de pourcentage en Guadeloupe, 2 points en Guyane et 1,7 point en Martinique. Deuxièmement, si l'écart de prix est particulièrement élevé pour un panier de consommation dite hexagonale, il l'est aussi pour un panier de consommation dit local. Enfin, troisièmement, les écarts de prix sont extrêmement élevés pour ce qui concerne l'alimentation, ce qui doit vraiment tous nous alerter. Ainsi, la même année 2022, les écarts de prix sur l'alimentaire étaient de près de 42% en Guadeloupe, plus de 40% en Martinique, plus de 40% en Guyane, plus de 36% à La Réunion et plus de 30% à Mayotte. Cette situation est insupportable et insoutenable pour nos compatriotes ultramarins. C'est un défi à la cohésion sociale et un vrai enjeu politique au sens le plus noble du terme. On ne peut plus se contenter d'enjamber les crises. Les mouvements contre la vie chère, qui ont été nombreux ces dernières années et dans nombre de territoires ultramarins, ne sont pas seulement le reflet d'un mécontentement face à la cherté de la vie, mais aussi, vous l'avez dit, Madame la députée, le cri d'une population qui se sent oubliée par l'État face à un défi pourtant connu de tous. Oublié, oui. Je condamne fermement et sans ambiguïté toutes les violences qui émaillent parfois ces mouvements. Je condamne plus particulièrement celles qui ont accompagné le mouvement actuel en Martinique. Et je veux rendre aussi hommage, Madame la députée, aux policiers qui ont été blessés. Il n'y a pas de violence policière. Il peut y avoir des incidents, des problèmes, et des policiers ont été aussi blessés. Gouverner, c'est difficile, et l'ordre public, ça l'est aussi. Vous avez rappelé à juste titre quel était le rôle de votre formation politique depuis des années sur ces sujets-là. Mais quand on a gouverné, on sait aussi que la question de l'ordre public, face à des violences, à des intrusions, à des menaces vis-à-vis des préfets, Madame la députée, à des menaces aussi vis-à-vis des élus, il faut aussi le rappeler. Et j'appelle de ce point de vue-là les élus à ne céder à aucune complaisance face à cette violence. Mais, je dis aussi qu'il faut entendre et comprendre la colère qui s'exprime. Ce discours, ni cette loi d'ailleurs,
n'ont vocation à régler tous les problèmes et à apporter toutes les solutions, car il serait illusoire de penser que l'on peut régler en quelques semaines une situation qui a mis des années à s'établir. Mais avant de vous dire ce que nous avons d'ores et déjà engagé, notre vision de la proposition de loi, et je vous remercie de cette initiative et de ce qu'il nous reste à accomplir, je veux avoir devant vous un propos clair, un propos de vérité, un propos qu'il aurait sans doute fallu tenir depuis plus longtemps. Oui, le partage et la chaîne de valeur outre-mer n'est pas équitable, elle n'est pas juste. Il y a des grands groupes très performants, mais qui jouent parfois un rôle d'étouffement de l'économie et, à travers elle, des populations, je l'ai dit hier. Les pratiques de certains ont été largement dénoncées par les élus et par la presse récemment, dans une majorité de territoires ultramarins comme en Martinique. La réalité est sans doute complexe. Les situations économiques et fiscales sont différentes entre les territoires ultramarins, même entre la Martinique et la Guadeloupe. Il suffit de voir le débat qu'il y a sur l'octroi de mer. Mais il convient que la lumière soit faite sur le partage de ces marges excessives. L'opacité et l'accumulation de celles-ci, à chaque étape de la chaîne d'approvisionnement, sont au cœur du problème. Bien qu'il n'y ait pas de monopole officiel, la concentration du marché aggrave la situation. Et il en résulte une crise de confiance profonde qui mine les relations entre les consommateurs et les acteurs économiques, les institutions en charge de les contrôler et de réguler leurs actions jusqu'au pouvoir judiciaire. Ce faisant, c'est bien le rôle protecteur de l'État qui est mis en doute. Je crois dans le rôle des entreprises et des entrepreneurs, à leur rayonnement, à leur capacité de créer de la valeur. Je ne stigmatise personne, d'autant plus qu'il y a beaucoup d'emplois en jeu, ne l'oublions pas. Mais la vérité des faits et des chiffres s'impose. Je sais aussi que les économies des Outre-mer doivent évoluer. Il faut des transformations. Et chacun doit prendre ses responsabilités si on veut sortir d'une économie de comptoir, avec des pesanteurs lourdes qui empêchent ces évolutions. Mais il faut de la justice. Le gouvernement précédent a pris conscience de l'ampleur des défis et engagé des mesures concrètes pour y répondre. Vous le rappeliez, le 16 octobre 2024, un protocole d'objectifs et de moyens a été signé entre l'État et la collectivité territoriale de Martinique. J'aurai d'ailleurs l'occasion d'échanger ce midi sur ce sujet avec le président du conseil exécutif de Martinique, Serge Letchimy. C'est un engagement important de l'ensemble des parties prenantes. État et collectivités territoriales de Martinique, donc, mais aussi transporteurs et distributeurs, avec pour objectif de lutter contre la vie chère en Martinique. Il poursuit 3 objectifs principaux. Faire baisser les prix de 6 000 produits de consommation courante, augmenter la transparence en renforçant les contrôles sur la formation des prix, afin que chacun puisse comprendre ce qu'il paie, et doper la production alimentaire locale en soutenant l'agriculture du territoire pour favoriser l'autonomie alimentaire. La diminution du prix de 6 000 produits de consommation courante de 20% en moyenne doit résulter d'une baisse conjuguée de l'octroi de mer, de la TVA, du gel du taux des marges de distributeurs, d'un mécanisme de compensation des frais d'approche et de l'application des prix export. C'est donc un effort conjoint de tous les acteurs qui est demandé. La baisse de TVA, en miroir de la modulation de l'octroi de mer, a été rendue impossible au 1er janvier en l'absence d'adoption de loi de finances. Mais cette mesure figure bien sûr dans le projet de budget qui poursuit son examen au Parlement. Une première étape a toutefois été franchie avec la suppression, dès le 18 décembre dernier, de l'octroi de mer par la collectivité territoriale de Martinique et un effort des acteurs économiques sur leurs marges permettant d'obtenir une première baisse d'environ 8% des prix que nous espérons tous durable et ne constituant qu'un premier pas. Cette baisse s'applique aux nouvelles marchandises qui entrent en Martinique. Elle sera perceptible une fois que les stocks qui n'en ont pas bénéficié seront écoulés, sauf à ce que les grossistes et distributeurs décident de faire des baisses à leurs seuls frais en allant encore plus loin que les engagements souscrits dans le protocole, ce que l'affichage dans les surfaces de vente semble suggérer. Mais il faut être vigilant. Sur l'application du protocole, et je le dis avec beaucoup d'humilité, une clarification est toujours à apporter à date sur les questions des prix export.
Quant à la question des frais d'approche, elle doit faire l'objet d'une analyse fine et de propositions précises. Dans cette perspective, j'ai rédigé une lettre de mission pour l'Inspection générale des finances afin qu'elle se saisisse de cette question et nous éclaire le plus vite possible sur les voies et moyens possibles, car la participation de l'État, financière ou non, se heurte à deux incompatibilités majeures quant au droit national et européen. L'assimilation à une taxe équivalent à un droit de douane et une aide de l'État. Cette démarche suppose aussi un travail étroit avec les transporteurs. Et je suis conscient que ces notions sont complexes et techniques, mais je veux souligner que nous faisons bouger les lignes au sein de l'administration parce que nous avons, et cette loi aussi nous le permet, cette proposition de loi, la volonté politique d'avancer. C'est dans cet esprit que nous travaillons à trouver des solutions innovantes et conformes au droit. Cet engagement de l'État représente un défi considérable, mais nous sommes déterminés à le relever. Les frais d'approche, qui représentent en moyenne 16% du coût total d'un produit, sont un facteur clé dans la formation des prix en Outre-mer. Leur réduction pourrait avoir un impact significatif sur le pouvoir d'achat des ultramarins. Nous travaillons donc d'arrache-pied pour une solution à la fois efficace et conforme aux réglementations en vigueur. Je veux aller vite, mais faire bien, parce que sinon nous allons décevoir au-delà des proclamations. Malgré les défis juridiques et techniques, mon objectif reste clair. Ramener le différentiel de prix moyen avec l'Hexagone de 40 à 20% en moyenne pour les 6 000 produits ciblés. Nous continuerons à collaborer étroitement avec tous les acteurs concernés, collectivités territoriales, importateurs, distributeurs et transporteurs, pour atteindre cet objectif ambitieux mais nécessaire. C'est dans ce contexte d'urgence, mais de volonté, que nous entamons donc l'examen de cette proposition de loi. Il ne s'agit pas seulement de soulager temporairement les difficultés financières, mais bien de construire un avenir où chacun puisse vivre dignement. Et vous l'avez dit très bien, Madame la députée. Je porte la conviction qu'il nous faudra aller plus loin, beaucoup plus loin, en matière de lutte contre la vie chère et pour plus de transparence. La proposition de loi visant à lutter contre la vie chère en renforçant le droit de la concurrence et de la régulation économique outre-mer portée par le sénateur Victorin Lurel, qui fait déjà l'objet de travaux au Sénat et qui devrait être examiné, si j'ai bonne mémoire, début mars, pourrait être un autre vecteur. Il faudra peut-être aussi que le gouvernement s'engage sur une loi de suppression des marges arrière. Cela doit être réfléchi et mis au clair sur les plans juridiques et économiques. Je pense que l'on peut aussi faire mieux dans l'optimisation de l'octroi de mer ou encore du bouclier qualité-prix. Il nous faut aussi examiner le prix des services. Je reprendrai l'initiative nationale d'un nouvel Oudinot du pouvoir d'achat pour s'attaquer aux causes profondes de la cherté de la vie et en travaillant sur plusieurs axes. Le renforcement du tissu économique local, car nous devons favoriser l'autonomie alimentaire et garantir un accès équitable aux ressources essentielles en encourageant la production locale. Il nous faut davantage de transparence sur les prix, les marges et les revenus afin que chacun puisse comprendre ce qu'il paye. L'action de l'autorité de la concurrence, nous en avons parlé ensemble, Madame la députée. Je l'ai évoqué l'autre jour au Sénat dans le cadre des débats sur la mission Outre-mer. L'action de l'autorité de la concurrence qui doit jouer un rôle clé dans l'évaluation et la régulation du marché pour assurer une concurrence juste, équitable et protéger les consommateurs. Et je souhaite la saisir très prochainement afin qu'elle actualise son dernier avis de 2019 sur le fonctionnement de la concurrence en Outre-mer. Nos outils aujourd'hui sont insuffisants et nos outils de contrôle doivent être renforcés et redimensionnés pour pouvoir agir beaucoup plus efficacement sur tout le territoire. Le soutien aux initiatives locales visant à promouvoir les entreprises et les filières économiques dans nos territoires d'outre-mer sont évidemment une autre priorité. Et enfin, l'éducation et la sensibilisation de nos concitoyens aux enjeux économiques locaux afin qu'ils puissent devenir acteurs du changement. Enfin, je le disais, le chantier fondamental qui nous attend est celui du mécanisme de compensation des frais d'approche. Je le répète, nous devons sortir de ce qui fait aujourd'hui l'économie de ces territoires. Une forme d'économie de comptoir qui ne va pas. Des situations de pauvreté
qui font que beaucoup de gens, beaucoup de citoyens, beaucoup de salariés se retrouvent, au fond, dans l'impossibilité d'évoluer, des tensions sociales, parfois de l'irresponsabilité. Donc il faut transformer. Et j'ai cette volonté et j'espère que nous pourrons avancer. Mesdames et messieurs les députés, je sais qu'il y a beaucoup de défiance. Et je sais évidemment que sur ce sujet-là, vous avez entendu beaucoup de discours. Mais je veux vous convaincre de ma détermination pleine et entière sur ce sujet. Et je veux que nos compatriotes ultramarins sachent que nous avons compris ce qu'ils attendent de nous et que l'État répondra. Mais que chacun prenne ses responsabilités. Dans le monde économique et social, du côté de l'État et du gouvernement, et parmi les élus. Personne ne peut se satisfaire de positions où, au fond, la facilité, c'est l'affrontement, la contestation et la critique. Et je vous remercie donc d'être dans ce mouvement essentiel de proposition. Face au désarroi, au sentiment de désespoir, il faut faire preuve de courage et d'audace pour traiter toutes les vulnérabilités. Vous les avez évoquées, laissées par l'histoire. Oui, bien sûr, il y a dans les pratiques économiques des relents de colonialisme. Personne ne peut le nier. Donc il faut redonner de l'espérance. En évoquant hier ces sujets, en l'évoquant aujourd'hui, j'ai vu d'ailleurs comment on réactionne, comment les réactions se font, comment les lobbies de tous les côtés aujourd'hui sont en train de réagir. Je vois bien qu'on veut m'empêcher d'agir et qu'on veut nous empêcher d'agir. Ça n'est pas nouveau. Eh bien, ensemble, nous serons plus forts pour faire face à cette volonté de ne pas réformer. Redonnons de l'espérance. Cela implique donc d'installer un nouveau rapport de force en faveur des populations, du peuple. Moi, j'y suis prêt. Je suis totalement déterminé à avancer avec vous, avec le Parlement, pour transformer en profondeur les économies de nos territoires ultramarins et pour répondre à l'attente et à l'espérance de nos compatriotes. Cette proposition de loi vise donc à prendre des mesures d'urgence contre la vie chère en Outre-mer, notamment par le renforcement du bouclier prix créé en 2012 pour empêcher les prix de flamber ou encore en réduisant la concentration des acteurs économiques dans les territoires d'Outre-mer. Ce texte avait été largement adopté en commission parlementaire le 4 décembre dernier. Il devait être examiné le 12 décembre, mais la censure du gouvernement Barnier a repoussé cet examen à ce jeudi 23 janvier. Sur tous les bancs, le consensus règne. Place tout de suite à la discussion générale. On se retrouve tout à l'heure. Disons-le d'emblée, la vie chère est une injustice insupportable qui dure depuis trop longtemps pour nos populations ultramarines. Elle n'a rien de nouveau, c'est une vieille connaissance. Autrement dit, la vie chère vient de loin. 2008 en Guyane, 2009 aux Antilles, 2011 à Mayotte, 2017 à nouveau en Guyane, 2018 à nouveau à Mayotte, ainsi qu'à La Réunion et plus récemment encore 2024 en Martinique. Les mouvements de protestation contre cette injustice qui empoisonne l'existence des Français ultramarins sont légion et s'intensifie. Ne nous voilons pas la face, la vie chère découle directement de l'histoire coloniale de la France qui a favorisé une logique d'économie de comptoir dont les dynamiques perdurent encore trop souvent dans nos territoires, tous éloignés de l'Hexagone et pour beaucoup insulaires. Nos territoires souffrent en effet des comportements agressifs d'acteurs économiques avec une logique de domination. À La Réunion, par exemple, le rachat concrétisé en 2020 de Vendémia, filiale du groupe Casino par le groupe GBH, en est un parfait exemple. Un tel rachat a fait bondir le groupe GBH de 17% à 37% de parts de marché dans le secteur de la grande distribution et interroge sur l'efficacité du cadre de régulation actuel. 37%, c'est également la différence de prix sur l'alimentaire entre La Réunion et l'Hexagone que nourrit les positions dominantes de ces grands groupes. Pourtant, cette opération retentissante de rachat avait été validée par l'autorité de la concurrence avec, il faut le dire, une décision marquée du sceau de la naïveté et teintée d'éloignement parisien. L'effet ciseau qui caractérise la vie chère alimente
la colère légitime de nos populations. Alors que mon niveau de vie est inférieur à celui de mon compatriote de l'Hexagone, où est l'équité républicaine quand je dois payer plus cher mon caddie de course, 37% de plus, je l'ai dit, à La Réunion, ou bien encore ma voiture, où il n'y a pas partout d'alternative auto, 25% de plus sur un véhicule. Où est l'équité républicaine quand nos familles n'ont d'autre choix que de se nourrir avec des produits bas de gamme au détriment de leur santé? C'est tout simplement inacceptable et fissure le pacte social jour après jour. Des dispositifs existent déjà qu'il convient de renforcer. Ainsi, les lois de régulation économique de 2012 et égalité réelle de 2017, initiées par Victorin Lurel et portées au gouvernement de l'époque par les ministres Georges Paul-Langevin et Éric Cabarège, auxquels je veux rendre hommage, ont mis en place des outils pour les pouvoirs publics afin de lutter contre les marges abusives et les pratiques anticoncurrentielles. Mais avec cette proposition de loi, Monsieur le ministre d'État, nous ne demandons pas un chèque, nous ne demandons pas des mesurettes, nous voulons changer les choses de manière structurelle. Les dés pipés et les règles du jeu, où à la fin ce sont toujours les mêmes qui continuent à s'enrichir sur le dos de nos populations, ça suffit. Avec les députés socialistes et apparentés, nous menons frontalement le combat contre la vie chère. Sous la précédente législature, notre groupe a ainsi été à l'origine d'une commission d'enquête sur le coût de la vie outre-mer, dont j'ai eu l'honneur d'être le vice-président et qui a permis d'objectiver l'opacité des mécanismes de formation des prix ainsi que de formuler des propositions d'action. Je défendrai à cet égard, lors de notre débat en séance publique, un amendement visant à renforcer la transparence et le contrôle du dispositif dit des marges arrière. Notre ambition est triple et va droit au but. Rendre effectif le bouclier qualité-prix pour obtenir des prix sur des biens de première nécessité et de consommation courante équivalents à ceux pratiqués en moyenne dans l'Hexagone. Renforcer les sanctions vers les sociétés qui ne respectent pas l'obligation légale de publication de leurs comptes. Appliquer le seuil spécifique outre-mer des notifications de concentration pour 5 millions d'euros. Les constats convergent et rappellent qu'on ne peut plus attendre. Le rapport sur l'évolution des territoires ultramarins remis au président de la République en décembre 2024, dont nous attendons encore la publication complète et dont le journal Le Monde a publié la synthèse, appelle un changement de notre modèle économique. Les auteurs appellent enfin à assurer l'exercice d'une concurrence non faussée. Je ne voudrais pas terminer sans saluer le travail conséquent accompli par notre rapporteure, Madame Béatrice Bellé. Plus que jamais, des mesures structurelles contre la vie chère et la régulation de la concentration des acteurs économiques dans nos territoires sont donc une nécessité absolue afin de permettre un développement pérenne de nos territoires ultramarins et de faire de l'égalité républicaine non pas un slogan, mais une réalité vécue. Je vous remercie. Merci. Une civilisation qui ruse avec ses principes est une civilisation moribonde. Aimé Césaire. Aujourd'hui, je prends la parole avec gravité et exigence. Mayotte a été frappée, le cyclone Chido a laissé derrière lui des habitations détruites, des familles démunies, des infrastructures ravagées. Face à cette épreuve, notre responsabilité est de répondre avec solidarité et efficacité. Mais ce que vit Mayotte aujourd'hui, d'autres territoires ultramarins le subissent chaque jour, sous d'autres formes. Parce que la vérité, c'est que les Outre-mer souffrent d'inégalités systémiques, profondément enracinées dans notre organisation économique et sociale. Des crises différentes, une même injustice. L'Outre-mer, c'est la France des écarts. Écarts de prix, des produits essentiels jusqu'à 40%, plus chers qu'en métropole. Écart des services publics, des hôpitaux sous-dotés, des écoles en souffrance, des infrastructures vétustes. Écart des opportunités, un chômage qui atteint des records, une jeunesse contrainte à l'exil. Et que dire de l'accès à l'eau potable, qui est encore un combat quotidien pour des milliers de familles? Que dire des terres empoisonnées ou au chlordécone, sans réparation, à la hauteur du scandale? Que dire des infrastructures abandonnées où les coupures d'eau et d'électricité sont devenues une norme?
Ces écarts ne sont pas de simples chiffres. Ce sont des réalités vécues, des souffrances quotidiennes, des inégalités criantes qui pèsent sur des millions de citoyens. Monsieur le ministre de l'Outre-mer, on ne peut plus attendre. Ces inégalités ne sont pas une fatalité, elles sont les résultats des décisions politiques, d'un modèle économique qui profite à certains et étrangle les autres. Elles sont le fruit d'un système qui considère encore trop souvent ces territoires comme secondaires. Nous examinons aujourd'hui un texte qui apporte des avancées importantes et je tiens à saluer le travail de ma collègue qui l'a porté avec conviction. Merci Béatrice. Mais nous ne devons pas nous arrêter là. Car l'urgence est là et chaque jour qui passe sans réponse efficace est un jour de plus d'injustice et de souffrance. Les Outre-mer n'ont pas besoin de demi-mesures. Elles ont besoin d'un changement structurel, immédiat et concret. Nous devons avoir 3 priorités pour avancer. La première, c'est mettre fin à l'injustice économique, briser les monopoles qui étranglent la vie des ultramarins et empêchent toute concurrence saine. Et soutenir la production locale pour redonner du pouvoir d'achat, de l'emploi et de l'autonomie économique. La deuxième, c'est garantir des services publics à la hauteur, l'accès à l'eau potable, à des hôpitaux dignes, à des écoles bien équipées, ne doivent plus être une promesse lointaine, mais une garantie immédiate. La réponse aux catastrophes naturelles doit être plus rapide, mieux anticipée, mieux financée, car nous savons que demain, une nouvelle épreuve frappera un de nos territoires. La troisième, c'est de créer un avenir pour la jeunesse. Investir massivement dans la formation et l'emploi pour que les jeunes ultramarins puissent réussir sans avoir à quitter leur terre. Et développer des filières adaptées au local, car la réussite ne doit pas être conditionnée à un départ forcé vers l'Hexagone. Ce ne sont pas des revendications démesurées, ce sont des exigences républicaines. L'histoire nous met face à nos responsabilités. Ce texte que nous examinons aujourd'hui va dans le bon sens, mais il doit être un point de départ, pas un aboutissement. Car l'Outre-mer ne peut plus attendre des réformes à petits pas. Ceux qui vivent ces injustices ne demandent pas l'impossible, ils demandent simplement l'égalité des droits, l'égalité des chances, l'égalité des conditions de vie. La devise de notre République ne peut plus être un slogan à géométrie variable. L'égalité, égalité, fraternité, ces principes doivent être vécus pleinement sur chaque terre de France. Et comme le disait Édouard Glissant, l'égalité n'est pas un droit, c'est un préalable. Laissez-moi terminer par une phrase de Martin Luther King. Mais que je vous ferai en créole. S'il n'y a pas de justice là-bas, pas qu'il n'y ait justice nulle part. En prenant la parole aujourd'hui, je veux d'abord penser à nos compatriotes ultramarins. Je veux penser à ces familles, ces femmes, ces hommes qui luttent contre une réalité injuste, celle de la vie chère. Dans ces morceaux de France, trop de parents ont des difficultés à offrir à leurs enfants une alimentation saine ou des fournitures scolaires adaptées. Beaucoup trop renoncent, résignés, à des projets essentiels faute de moyens. La proposition de loi que nous examinons est au fond une interpellation sur ces inégalités criantes. Là-bas, les produits de base, ce que chacun d'entre nous utilisons quotidiennement, coûtent parfois le double ou le triple de ce qu'ils valent en métropole. Chers collègues, l'article 1er de cette proposition de loi traduit une volonté légitime, réduire l'écart entre les prix de l'Hexagone et ceux des territoires d'outre-mer. Cette aspiration est assurément louable. Mais attention, nous devons y répondre avec des solutions viables et durables. Ce qui nous est proposé ici ne manque pas de nous interroger sur, par exemple, la capacité réelle des entreprises à absorber des pertes et des coûts si conséquents. Cela mériterait donc d'étudier sérieusement toutes les conséquences d'une telle décision avant de l'adopter. Le bouclier qualité-prix qui existe dans les territoires d'outre-mer est déjà un outil précieux. Il peut néanmoins être amélioré et renforcé. Et nous devons même aller au-delà en repensant globalement la chaîne de production, de transport, de distribution. Car derrière chaque produit, il y a des choix structurels qui impactent directement le pouvoir d'achat de nos compatriotes ultramarins. Prenons l'exemple de la Martinique,
où seulement 20% des besoins alimentaires sont couverts par la production locale. Cette dépendance fragilise non seulement les prix, mais aussi la souveraineté alimentaire de nos territoires. Nous devons donc investir dans la relance de la production locale, soutenir les filières agricoles et encourager une économie de proximité plus écologiste et plus juste. En ce sens, les articles 2 et 3 de cette proposition de loi ouvrent des pistes intéressantes pour réguler les pratiques commerciales parfois opaques. Mais là encore, il nous faudra veiller à ce que les mesures de contrôle ne soient pas excessives. En revanche, limiter les groupes de distribution ultramarins à 25% de parts de marché, comme le prévoit l'article 4, porterait gravement atteinte à la liberté d'entreprendre, ce que nous ne pouvons accepter. Néanmoins, ce problème ne peut être ignoré et c'est pourquoi nous soutenons l'amendement de notre collègue Philippe Gosselin qui propose de contrôler toute position dominante abusive sur le marché de gros ou de détail. Mes chers collègues, en l'état actuel du texte, la droite républicaine choisira de s'abstenir, mais soutiendra les initiatives qui, sans être anticoncurrentielles, permettront de lutter contre les positions dominantes abusives afin de lutter contre une différence des prix entre l'Hexagone et l'Outre-mer. Parce qu'effectivement, avec la droite républicaine, autour de Laurent Wauquiez, nous considérons que nos compatriotes ultramarins, leurs familles, leurs enfants, méritent notre soutien absolu. Nous reprenons ce jour l'examen de la proposition de loi visant à prendre des mesures d'urgence contre la vie chère et à réguler la concentration des acteurs économiques dans les territoires d'outre-mer. Et je vous remercie, Madame la rapporteure, pour votre investissement total sur le sujet. Je voudrais aussi saluer notre collègue Johnny Ajar, qui, lors du mandat précédent, avait obtenu et mené avec brio la commission d'enquête sur le coût de la vie des Outre-mer. Le sujet de la cherté de la vie en Outre-mer n'est hélas pas nouveau. Il s'agit d'une problématique récurrente, ancienne, enracinée dans des inégalités structurelles, territoriales, économiques et sociales, et qui génère une exaspération profonde dans les collectivités et les populations concernées. C'est un serpent de mer qui revient à l'occasion de crises ponctuelles, comme celle de la profitation en 2009 en Guadeloupe, qui avait déclenché une grève générale de 44 jours dans l'île, celle de 2011 à Mayotte, de 2017 en Guyane, les manifestations à La Réunion en juillet 2022, ou encore les revendications de septembre dernier en Martinique, marquées hélas par des émeutes et des pillages. Car dites-vous bien que les prix à la consommation pratiqués en Outre-mer pour les denrées alimentaires, les télécommunications, l'automobile, sont largement supérieurs à ceux pratiqués dans l'Hexagone. En Martinique, les denrées alimentaires sont en moyenne 38% plus chères qu'à Paris. En Guyane, cette différence s'élevait déjà à 45% en 2015 et ces écarts ne cessent de se creuser. Et je ne cite même pas Mayotte. Un paquet de coquillettes peut coûter jusqu'à 138% de plus. Le café soluble s'affiche avec une augmentation vertigineuse de 150%. En Martinique et en Guadeloupe, se connecter à Internet coûte en moyenne 35% de plus qu'en Hexagone, alors même que la qualité du service peut s'avérer inférieure en raison des infrastructures locales. À ces prix exorbitants s'ajoutent des revenus bien inférieurs. Le niveau de vie médian en Outre-mer est de 20 à 50% plus faible qu'en métropole, selon le territoire. Alors, comment s'expliquent ces écarts de prix? Ces surcoûts résultent de multiples facteurs. L'insularité, l'éloignement géographique et l'étroitesse des marchés, et en conséquence la dépendance quasi totale aux importations, la taxation spécifique de ces importations par un impôt, l'octroi de mer, hérité de l'ancien régime, de la période coloniale, une chaîne d'approvisionnement éclatée qui compte jusqu'à 14 intermédiaires, transporteurs, ports, etc., là où 3 suffisent en métropole, et des coûts logistiques importants, des volumes de vente trop faibles pour amortir toutes ces charges, et enfin des structures de marché monopolistiques ou oligopolistiques, avec un nombre d'acteurs restreint, limitant en conséquence la concurrence et poussant à maintenir des marges élevées. La proposition de loi dont nous débattrons aujourd'hui est un point de départ important et nécessaire pour remédier à la cherté de la vie. Elle offre des pistes intéressantes et le groupe démocrate soutiendra, mais elle soulève également quelques défis. L'élargissement du bouclier qualité-prix tel que prévu à l'article 1er, en y incluant une gamme plus large de produits, est à saluer.
Imposer des prix strictement équivalents à ceux pratiqués en métropole peut paraître séduisant, mais cet objectif ne nous paraît pas atteignable et l'inscrire dans la loi équivaudrait, à notre avis, à mentir puis à frustrer nos compatriotes ultramarins. Notre devoir en responsabilité est en revanche de faire en sorte de tendre vers cet objectif. C'est l'objet de l'amendement que nous proposerons. De plus, nous pensons qu'en cherchant à imposer cet alignement total, nous pourrions provoquer deux effets pervers. Une augmentation des marges reportée sur d'autres produits non concernés par le BQP, ou pire, un retrait des distributeurs du dispositif, privant alors les populations des bénéfices qu'elles espéraient. Les articles 2 et 3 apportent des réponses structurelles pragmatiques, le renforcement des sanctions financières pour les entreprises qui ne publient pas leurs comptes. C'est un levier indispensable pour limiter les abus et pousser à la transparence. L'abaissement du seuil de notification des concentrations économiques à 5 millions d'euros est une mesure intéressante pour veiller à une concurrence loyale et éviter la création de monopoles. Enfin, l'objectif louable d'encourager la concurrence ne doit pas être contrecarré par des mécanismes trop rigides, comme un blocage généralisé des prix, qui pourrait au contraire dissuader l'arrivée de nouveaux acteurs économiques. Ces derniers, nous le rappelons, sont essentiels pour dynamiser les marchés ultramarins et offrir de réelles alternatives aux consommateurs. Mes chers collègues, nos concitoyens ultramarins ne réclament pas de privilèges, ils demandent simplement l'égalité, une égalité réelle pour les prix et leur pouvoir d'achat. Nous devons donc agir maintenant, avec ambition et lucidité, en proposant des solutions efficientes et durables qui rétablissent l'équilibre et la justice sociale que nous devons aux Français des Outre-mer. Je vous remercie. Merci. Nos territoires ultramarins, pourtant riches en ressources, font face à une injustice économique. Des coûts de la vie supérieurs à ceux de la métropole, souvent amplifiés par l'éloignement géographique, les contraintes d'approvisionnement et les dynamiques de marché. En 2022, le niveau général des prix à la consommation dans les départements et régions d'outre-mer dépassait largement celui de la métropole, en hausse par rapport à 2015 et 2010. Les écarts de prix constatés sont en grande partie imputables aux biens et en particulier aux produits alimentaires. Par rapport au premier panier alimentaire métropolitain, les prix sont supérieurs à 54% à Mayotte, 51% en Guadeloupe et en Guyane, 50% en Martinique, 46% à La Réunion. Et ces chiffres datent de 2022. Cette réalité économique pèse lourdement sur le quotidien de nos concitoyens ultramarins. Elle vient aggraver une situation sociale souvent fragile et rend l'accès aux biens et services essentiels particulièrement difficile pour une grande partie de la population. Ces derniers mois, les tensions autour de la vie chère dans les départements et régions d'outre-mer se sont intensifiées, illustrant le profond malaise économique et social qui touche ces territoires. En Martinique, la situation a atteint un point critique, avec des mouvements et contestations et plusieurs nuits d'émeutes au début du mois d'octobre dernier. La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui entend répondre à la situation économique préoccupante dans ces territoires du point de vue du pouvoir d'achat. Elle prévoit notamment une montée en puissance du bouclier qualité-prix afin que ce dernier s'applique à davantage de produits et permette une réduction plus importante des prix, à un niveau comparable à ceux pratiqués en Hexagone. En commission, de nombreux amendements ont été adoptés visant à préciser le dispositif et l'étendre à d'autres secteurs de produits de consommation courante tels que la téléphonie et la parapharmacie, ainsi qu'à certaines enseignes. Si le groupe Horizon Indépendant partage bien évidemment l'objectif de modération des prix en Outre-mer, la rédaction actuelle de l'article 1er ne nous paraît pas satisfaisante. Fixer unilatéralement les prix au niveau de ceux de l'Hexagone, sans tenir compte des coûts réels liés à l'éloignement, à la chaîne d'approvisionnement et à la fiscalité, fait courir le risque de pénurie en rendant les opérations de vente des produits potentiellement déficitaires. En effet, un ensemble de facteurs participent du renchérissement des prix dans les territoires d'outre-mer et nous ne pouvons les ignorer. Au premier rang de ces facteurs, la dépendance aux importations en provenance de l'Hexagone et de l'Europe. À cela s'ajoute l'étroitesse du marché intérieur et la faiblesse des productions locales, ce qui entraîne une faiblesse concurrentielle et une consolidation des positions oligopolistiques et monopolistiques historiques. Nous soutiendrons donc l'amendement du gouvernement visant à réécrire en partie l'article 1er et restaurant la finalité du bouclier qualité-prix. Favoriser la modération des prix ultramarins dans le respect de la réglementation relative aux pratiques anticoncurrentielles. Le texte prévoit également de renforcer les sanctions en cas de non-publication des comptes des sociétés afin de garantir une plus grande transparence économique et lutter contre les phénomènes de rente et de captation de valeur.
Il adapte enfin les règles de la concurrence aux spécificités ultramarines, avec à la fois un affaiblissement des seuils de contrôle des concentrations à 5 millions d'euros dans toutes les activités économiques et un seuil de 300 mètres carrés de surface à partir duquel toute création ou extension d'un magasin de commerce de détail doit disposer d'une autorisation d'exploitation commerciale. Le groupe Horizon Indépendant soutiendra ces mesures utiles pour renforcer la concurrence et lutter contre les abus de position dominante ou de captation de la valeur. Nous voterons donc en faveur de ce projet de loi qui représente une occasion précieuse d'améliorer la situation dans nos territoires ultramarins en espérant que l'article et l'amendement du gouvernement soient adoptés. Le groupe Horizon Indépendant souhaite enfin souligner sa volonté de voir conserver dans le projet de loi de finances 2025 les dispositions permettant une différenciation des taux de TVA en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion pour certains produits de première nécessité, eux-mêmes exonérés temporairement d'octroi de mer. Nous appelons à la préservation de cette mesure sociale, issue du protocole d'objectifs et de moyens de lutte contre la vie chère en Martinique, signé le 7 octobre dernier. Elle s'inscrit pleinement dans l'ambition de la présente proposition de loi visant à améliorer concrètement le pouvoir d'achat des citoyens ultramarins. Je vous remercie. Merci. Merci. La parole est à Monsieur Max Mathiazin pour le groupe Lyot pour 5 minutes. Merci, Monsieur le Président. Merci, chers collègues, Monsieur le Ministre. Je vous écoutais tout à l'heure parler de la question de la vie chère et de cette proposition de loi présentée par le groupe socialiste et présentée si brillamment, avec quelle verve par notre collègue Béatrice Bellé. Elle l'a fait de cette façon parce qu'elle l'a fait avec le cœur. Elle est au centre même, comme mes autres collègues et la population ultramarine, de ce drame, justement, que constitue la question de ne pouvoir se nourrir décemment, même quand on a un bon salaire, et surtout, d'autant que nous sommes dans un contexte où le niveau de vie, nous le savons, est plus bas que celui de l'Hexagone et que le taux de pauvreté, le taux d'illettrisme, en fait, tous les taux sont un peu négatifs en notre défaveur. Monsieur le ministre, je ne voudrais pas trop m'étendre et reprendre les discours qui ont déjà été prononcés. Les mots sont justes, les analyses sont profondes. Et donc, sur la préoccupation de la vie chère, nous avons quasiment tous un consensus. Et puisque nous sommes d'accord avec le constat et même avec l'analyse. Mais, Monsieur le ministre, je voudrais vous dire que j'ai apprécié la part de votre discours, en tout cas toute la première partie où vous disiez qu'il faut que les choses changent. Mais les choses ne peuvent changer que si nous changeons le prisme de l'analyse. Le prisme, c'est que depuis l'époque coloniale, l'économie de plantation, l'économie de rente, les choses n'ont pas changé. L'esprit n'a pas changé parce que la société, la classe sociale était la couleur de la peau et ceux qui possédaient les plantations. Lorsque l'abolition de l'esclavage est arrivée, Monsieur le ministre, on a indemnisé tous ceux qui ne travaillaient pas, mais qui vivaient du travail des autres. On n'a pas redistribué la terre. Il a fallu des occupations en Guadeloupe, mais principale ressource de production et qui faisait la richesse, ça n'a pas été redistribué de façon équitable. Par conséquent, nous vivons en nous avec cette injustice et cette iniquité qui perpétue un système qui ne pourrait et qui ne devrait pas perdurer en France hexagonale. Voilà le vrai problème, parce qu'on a donné l'habitude à certains de penser qu'ils peuvent continuer dans ce système, dans une économie où, somme toute, par exemple en Guadeloupe, où nous sommes que 300, près de moins de 400 000 habitants. Par conséquent, quand vous avez peu de consommateurs et que vous voulez garder le niveau des bénéfices et le niveau des revenus et le niveau des rentes, selon une habitude dans un contexte monopolistique, eh bien vous n'avez pas d'autre choix que d'augmenter de façon inconsidérée, injuste, les prix. Voilà ce à quoi il faut s'attaquer. Il faut le regarder parce que dans 5 ans, il y a eu la loi Lurel, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, mais dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, mes chers collègues, nous serons encore là.
Et c'est cette injustice qu'il faut rompre. Aujourd'hui, je vois le drame qui se vit en Martinique. Mais vous ne vous rendez pas compte que la société martiniquaise, alors qu'un procès se joue aujourd'hui à Fort-de-France et que les peines requises ne sont pas peu importantes, eh bien, la société martiniquaise est inquiète. Les Guadeloupéens n'ont pas voulu justement ajouter du désordre au désordre, si je puis dire. Mais nous sommes de la même veine, de la même peine, de la même souffrance, des mêmes inquiétudes, parce que nous sommes souvent des enfants inquiets, dilets, inquiets. Voilà ce que je viens vous dire pour aujourd'hui, nous puissions aller vers un vote, je dirais, mes collègues, unanime sur ce texte qui est présenté, qui est transpartisan à mon avis, et que nous puissions commencer à voir les choses différemment en termes d'égalité. Donc, selon la promesse républicaine. Merci beaucoup. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Frédéric Maillot, pour le groupe Gauche démocrate et républicaine. Monsieur le ministre, Madame la rapporteure, chère Béatrice, mes chers collègues, alors il faut une loi. Il nous faut une loi pour que nous, peuple d'outre-mer, nous puissions acheter à manger et à boire au même prix que les Français d'Hexagone. C'est dire s'il y a deux France. Car c'est bien de ça qu'il s'agit. Nous voulons faire nos courses sans avoir le sentiment de se faire voler sous le coup des marges abusifs au groupe à l'appétit insatiable. Et si les marges abusives ne vous parlent pas, mes chers collègues, j'ai quelques exemples pour vous. Les serviettes hygiéniques, en Hexagone, c'est 2,23 €, en Martinique, 4,85 €, soit 117% de plus. Le pack d'eau, 8 à 12 € à Mayotte, moins de 2 € en Hexagone. 162 couches, 22 € en Île-de-France, 32 € à La Réunion, 49% de plus. Pour terminer ce tour d'horizon, 99 centimes en Hexagone la laitue, 9,20 € en Guyane, soit 8 € plus cher. Et je préfère d'ores et déjà devancer vos justifications habituelles. Depuis toujours, vous tentez de nous faire croire que c'est parce qu'on est éloigné, que parce que les produits prennent des bateaux, que des produits prennent l'avion, qu'il y ait l'octroi de mer, que nous payons la vie plus chère en Outre-mer. Non, c'est faux, ce sont les marges abusives. Et je veux, pour illustrer mon propos, demander quelque chose de tout simple. Si tout est lié à l'éloignement, si c'est parce que c'est plus loin que nous payons plus cher, expliquez-nous pourquoi les frais bancaires qui ne prennent ni l'avion ni les bateaux sont plus chers en Outre-mer. Expliquez-nous pourquoi le coût de la communication qui ne prend ni l'avion ni le bateau sont plus chers en Outre-mer. Le riz sur lequel il n'y a pas d'octroi de mer est plus cher en Outre-mer, c'est l'ingrédient premier des Réunionnais. Et je veux, pour illustrer encore mon propos, Orange, dans lequel l'État et actionnaire, a sorti un forfait anti-inflation pour les personnes qui touchent le RSA et l'AAH. Ce forfait n'a jamais été proposé pour les habitants de l'Outre-mer. Et ce n'est pas faute d'avoir interpellé le ministre Barrot, ministre du numérique à l'époque, qui n'a jamais daigné répondre aux nombreux courriers que j'ai pu lui envoyer. Il a été étranger à nos préoccupations des Outre-mer, et je comprends mieux maintenant sa nomination aux affaires étrangères. Alors, qui décide de nous faire payer tout plus cher ? Il me semble légitime à ce moment précis de nous poser la question en lieu et place de cette devise. Qu'en est-elle ? Liberté, égalité, fraternité, nous allons commencer dans le désordre, la fraternité. Où est-elle quand ce système couvre et nourrit ceux qui nous font payer l'injustice de la cherté de la vie ? Si je peux vous recommander quelque chose, mes chers collègues, regardez le reportage Les derniers mètres de la Martinique, il montre clairement un lien étroit entre ces grands groupes et l'État. L'égalité, elle est où ? Quand la loi ne
fait rien face à l'injustice vécue par des Français d'outre-mer, notamment quand on voit l'écart de prix entre l'Hexagone et les outre-mer. Le principe d'égalité entre Français et Français existe-t-il? La question reste entière. Maintenant, venons-en à cette liberté qui nous est si chère. Et nul besoin d'aller chercher dans les méandres de l'histoire pour rappeler que ce principe est bafoué. À l'heure où je vous parle, Christian Tin est toujours en prison. Rodrigue Petitot a été libéré hier parce qu'il a combattu et dénoncé l'injustice qui frappe nos peuples. Si la cherté de la vie dans les Outre-mer n'est plus un secret pour personne, c'est notamment grâce aux députés Outre-mer qui, depuis et même avant nous, n'a cessé de dénoncer. C'est parce que nos peuples se sont mobilisés de Martinique et dans les rues de Paris. Ce qui est encore un secret, par contre, ce sont les bilans comptables et les bilans consolidés du groupe GBH. Ça, c'est encore un secret. Et j'espère que la transparence sera faite à ce sujet. Personne ne découvre ici l'injustice de la cherté de la vie. Alors oui, il y a eu le dino du pouvoir d'achat, le CIOM, l'égalité réelle, mais jamais réellement nous avons vu ce problème être résolu. Aux problèmes systémiques, il nous faut des réponses systémiques et mettre le sujet de la cherté de la vie au cœur des débats est déjà une première pierre pour ce système colonialiste devenu capitaliste. Et je remercie à ce titre ma collègue Béatrice Bellé de poser une pierre de plus à cet édifice. Nous, parlementaires, nous sommes prêts à trouver des solutions. L'État est-il prêt à dire à ces grands groupes de mettre fin à leur appétit pantagruélique? Derrière vos marges, il y a des hommes et des femmes. Derrière vos marges, il y a des Réunionnais, des Martiniquais, des Guadeloupéens, des Guyanais. Nous voulons plus survivre, nous voulons vivre. À rien Pouillot. Je vous remercie. La parole est à M. Bernard Chex pour le groupe UDR. 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre d'État, Madame la rapporteure, mes chers collègues. Le premier texte de cette niche du Parti socialiste a pour ambition, je cite, de prendre des mesures d'urgence contre la vie chère et à réguler la concentration des acteurs économiques dans le territoire d'outre-mer. Les territoires ultramarins sont des parties intégrantes de notre République et méritent, à très juste titre, toute notre attention. Nous venons d'ailleurs de voter unanimement un texte important pour amorcer la reconstruction de Mayotte. Mais cela ne doit pas occulter les nombreuses et diverses difficultés que vivent l'ensemble de nos compatriotes ultramarins. Au nom du groupe UDR, je tiens donc en premier lieu à saluer l'initiative de ce texte, car nous reconnaissons pleinement la gravité des défis qu'il entend adresser. Le constat dressé par ce texte, nous le partageons. Les territoires d'outre-mer souffrent du surcoût lié à l'éloignement, à l'insularité et à une forte dépendance vis-à-vis d'un nombre limité d'acteurs économiques. Cette situation pénalise lourdement nos concitoyens ultramarins et affecte durement leur pouvoir d'achat. Il est dès lors indéniable que nous devons agir. Personne dans cet hémicycle ne peut ignorer les difficultés auxquelles font face les territoires d'outre-mer, qu'il s'agisse du coût élevé de la vie ou de la précarité économique. Les prix des produits de première nécessité sont particulièrement en cause et il est nécessaire d'apporter des solutions pour alléger ce fardeau qui pèse si lourd sur le quotidien de nos compatriotes ultramarins. Cependant, les mesures proposées dans ce texte semblent parfois manquer de pragmatisme et risquent de ne pas atteindre les objectifs affichés. Nous craignons même qu'ils puissent avoir l'effet inverse de celui recherché. Les mécanismes des régulations économiques proposés vont ainsi inévitablement alourdir les contraintes pesant sur les entreprises locales. Et la régulation de la concentration économique, aussi légitime soit-elle, semble reposer sur des dispositifs insuffisamment définis, ce qui pourrait créer des effets pervers. Nous devons donc veiller à ne pas opposer les consommateurs aux acteurs économiques locaux, car ce sont ces derniers qui génèrent de l'emploi et participent au dynamisme de l'ensemble de ces territoires. La France d'outre-mer a besoin de solutions sur mesure, adaptées aux réalités spécifiques de chaque territoire. Or, certaines mesures inscrites dans ce texte pourraient à terme décourager l'investissement privé, alors qu'il est essentiel pour diversifier l'offre économique, et renforcer la dépendance des territoires d'outre-mer vis-à-vis des aides publiques, sans s'attaquer aux causes structurelles des problèmes économiques.
Une évaluation d'impact économique précise devrait être réalisée avant d'adopter de telles mesures afin de ne pas entraver le développement économique local. Cette proposition de loi se concentre sur des réponses immédiates, mais n'aborde pas les causes structurelles de la vie chère, parmi lesquelles nous citerons les coûts de transport, la dépendance à l'importation ou encore les développements des filières locales. Une stratégie complémentaire visant à renforcer l'autonomie économique des territoires ultramarins devrait être intégrée à notre réflexion. Bien que le groupe UDR partage l'analyse des défis à relever pour notre outre-mer, les réponses sont donc, selon nous, insuffisantes et méritent d'autres développements. En conséquence, le groupe UDR s'abstiendra sur ce texte. Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Joseph Rivière, le groupe Rassemblement national. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la rapporteure, la vie chère n'est pas un concept abstrait, ni de la théorie pure. C'est le quotidien de tous nos compatriotes sur le continent qui sautent un repas sur deux pour survivre. Ce quotidien de subsistance et de crise est exacerbé en Outre-mer avec une démultiplication des prix moyens par 3 ou 4, un taux de chômage de 25% jusqu'à 50% pour les jeunes de moins de 25 ans et une concentration de retraités pauvres, en particulier des agriculteurs, qui survivent avec 300 € de pension mensuelle. Dans le même temps, ce gouvernement est plus rapide à envoyer les LBD sur le peuple de Martinique qui a faim, plutôt que d'écouter ses revendications, la vie chère. La seule réponse de ce gouvernement à une crise, c'est l'envoi des douaniers bloquer des marchandises en provenance de La Réunion à Mayotte, plutôt que d'écouter les revendications, la faim. Ce gouvernement est plus préoccupé à augmenter les impôts et charges plutôt que de se pencher sur des situations de monopole et de concentration des pouvoirs économiques qui sévissent tant en France hexagonale qu'en Outre-mer. Mesdames et Messieurs les socialistes, votre proposition de loi part d'un bon sentiment, mais l'économie est avant tout de la rationalité et de la logique. Avec cette proposition de loi, vous confondez urgence et précipitation. Cette proposition de loi est timide et insuffisante. Elle ne modifie aucunement la structuration de la formation des prix et n'en pose même pas la réflexion. Cette proposition de loi n'évoque absolument pas la double TVA sur les produits en provenance de l'Hexagone à destination de l'outre-mer. Votre proposition de loi n'aborde aucunement le sujet de l'octroi de mer et de sa réforme. Seule une réforme de l'octroi de mer, telle que proposée par le groupe Rassemblement national, pourra faire baisser structurellement le coût de la vie en Outre-mer. Une réforme de l'octroi de mer exonérant les produits français et de l'Union européenne permettrait de donner du pouvoir d'achat à nos compatriotes ultramarins. L'éventuelle perte de recettes pour les collectivités locales devant être compensée à l'euro près par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement. Mesdames, Messieurs, chers collègues, cette proposition de loi du groupe socialiste est anachronique, en retard de plusieurs décennies, car, il faut le rappeler, de 2012 à 2017, ils avaient une large majorité et à aucun moment, chers collègues, vous ne vous êtes attaqués à la vie chère en Outre-mer dans toute sa globalité, car cette question ne date pas d'hier. Cette proposition de loi est un pis-aller avec trop peu d'ambition. Pour le peuple ultramarin et parce que nous n'avons aucune volonté de blocage des institutions, nous voterons globalement cette proposition de loi avec cependant beaucoup de réserves. Sans sectarisme, nous voterons les amendements et les articles qui iront dans le bon sens. Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Nicolas Metzdorf pour le groupe Ensemble pour la République. Monsieur le Président, Monsieur le ministre d'État, Madame la rapporteure, chers collègues. Tout le monde l'a rappelé depuis tout à l'heure, les causes de la vie chère en Outre-mer sont structurelles. Les réponses doivent être donc
structurelles. La première des choses, c'est que nous manquons d'ambition pour nos territoires ultramarins. Nous manquons d'ambition économique pour nos territoires ultramarins. La vie n'est jamais aussi chère que lorsqu'on est au chômage. La vie n'est jamais aussi chère lorsque notre salaire est bas. Et dans nos outre-mer, le taux de chômage est 2 fois plus élevé qu'en métropole, qu'en hexagone, Madame Lebon. Comment peut-on avoir dans nos territoires autant de chômage, autant de difficultés économiques quand on voit le potentiel de nos territoires? Je prends l'exemple de la Guyane, un territoire grand comme le Portugal, plein de ressources, comme de l'or, comme du pétrole, comme du foncier. Comment se fait-il que ce territoire souffre autant de la vie chère et du chômage? Quelle ambition avons-nous portée pour le développement économique de ces territoires? Je prends l'exemple des joyaux des Caraïbes, avec un potentiel touristique important, avec une culture agricole importante. Comment se fait-il que nous ayons si peu de développement économique? Je prends l'exemple de la Réunion, Madame Lebon, un exemple exceptionnel avec sa puissance de son marché intérieur, avec quasiment 1 million d'habitants où des économies d'échelle sont possibles. Comment se fait-il qu'on parle encore de vie chère à La Réunion? Je prends l'exemple de la Polynésie française, grande comme l'Europe avec sa puissance maritime. Comment se fait-il qu'on pense encore à faire des moratoires sur les fonds marins et qu'on n'exploite pas les ressources de ces territoires? Je pense bien sûr à la Nouvelle-Calédonie, 2 fois grande comme la Corse, 1/4 des ressources mondiales de nickel. Comment se fait-il qu'on parle encore de chômage en Nouvelle-Calédonie? Ce qui manque à nos outre-mer, Monsieur le ministre, et vous le savez, c'est une ambition depuis Paris. On ne règle pas les problèmes des outre-mer à coup de chèques, à coup de régulation des prix. Il faut insuffler un véritable développement, changer de modèle. Et comment le faire, Monsieur le ministre? Ce n'est pas de votre faute, mais quand en 7 ans, on connaît 8 ministres des Outre-mer différents, comment bâtir une vraie politique de fond, une vraie politique de développement, de vraies mesures structurelles, quand les responsables politiques changent tous les ans? Il faut évidemment, une fois que j'ai dit ça, aucun de nos territoires d'outre-mer ne pourra tout produire, tout créer. Il faudra toujours importer. Mais pourquoi ne pas parler alors d'intégration régionale, quand on voit que les importations dans nos territoires viennent à 40 et 70% de la métropole? Forcément, le produit fait des milliers de kilomètres, dans des bateaux, dans des avions, forcément qu'il arrive beaucoup plus cher. Pourquoi n'importons pas de nos voisins? Pourquoi n'importons pas des voisins de l'Amérique, de l'Australie ou encore de l'Inde? Nous sommes trop dépendants de la métropole dans nos importations. Et jamais nous ne pourrons baisser les prix, Madame la députée, Madame la rapporteure, au même niveau que la métropole, compte tenu des distances que l'on effectue pour importer ces produits. Vous l'avez compris, Monsieur le ministre, Madame la rapporteure, ce texte, finalement, vient toucher les conséquences de problèmes structurels qui, malheureusement, ne changera pas les choses. Depuis combien d'années essayons-nous de réguler les prix, de réguler les marges, sans qu'il y ait vraiment de conséquences positives pour nos populations? Évidemment que c'est louable, Madame la rapporteure, et nous participerons au débat de manière constructive, mais vous le savez, nous sommes des libéraux. Nous croyons beaucoup plus à la création de valeur, à l'investissement, à la liberté d'entreprendre qu'à la régulation des prix, de l'économie et des marges. Alors, Madame la rapporteure, nous ferons des propositions, nous travaillerons à des amendements et nous verrons comment ce texte atterrit. Mais sachez que nous souhaitons travailler, comme vous l'avez rappelé, je pense, chers collègues, de manière transpartisane sur ce texte parce que je crois que nos populations d'outre-mer le méritent. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Jean-Philippe Nilor pour le groupe La France Insoumise, Nouveau Front Populaire. Bonjour. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre d'État,
Madame la présidente de commission, Madame la rapporteure, chère Béatrice, chers collègues. Qui aurait pu imaginer que 16 ans après les émeutes de 2009, la question de la vie chère continuerait à asphyxier nos peuples au point de réanimer les débats parlementaires? Ce sont les mêmes schémas, porteurs des mêmes inerties qui se répètent encore et encore. D'où le cri d'un peuple révolté par le coût insupportable de la vie. C'est donc, et nous devons leur rendre hommage, grâce à cette extraordinaire mobilisation populaire initiée par le RPRAC que nous légiférons aujourd'hui. Nous ne sommes rien sur terre si nous ne sommes pas d'abord l'esclave d'une cause, celle des peuples, celle de la justice et de la liberté, disait Frantz Fanon. La violence et la criminalisation du mouvement social ne suffiront pas à étouffer les voix et les corps qui s'élèvent désormais dignement contre la vie chère. Conséquence historique d'un mal-développement voulu et entretenu depuis Colbert. La vie chère, en tant que violence économique, inflige aujourd'hui une souffrance terrible pour le porte-monnaie de nos compatriotes, notamment les plus défavorisés qui sont de plus en plus nombreux. Et contrairement à l'idée reçue, la vie chère ne concerne pas que l'alimentaire. Elle concerne également les transports, les services bancaires et assurantiels, les télécommunications, le logement, les pièces détachées automobiles, etc. Ce qui, dans nos pays dits d'outre-mer, rend la vie chère d'autant plus insupportable, c'est la généralisation de la pauvreté, issue de vos politiques publiques néolibérales qui ne sont porteuses d'aucune réponse concrète en la matière. Et ce, alors même que nous n'arrêtons pas de vous alerter dans et en dehors de cet hémicycle. À l'instar du rapport parlementaire de juillet 2023, produit par notre collègue Johnny Ajar, confirmé par l'avis du Conseil économique et social et environnemental d'octobre 2023. Je tiens à remercier profondément et sincèrement notre collègue Béatrice Bellé, qui a su, avec abnégation, elle a dû se battre pour ça, saisir l'opportunité de produire cette proposition de loi courageuse. Celle-ci permet en premier lieu aux parlementaires martiniquais de tenir parole en traduisant en dispositions législatives concrètes les engagements issus de nombreuses séances de travail de table ronde qui se sont tenues en présence de tous les acteurs en Martinique. Cette proposition ouvre aussi la voie à l'effectivité et l'élargissement du bouclier qualité-prix. Et l'occasion nous est donnée de dépasser définitivement, et c'est le sens de nos amendements, de dépasser définitivement la conception purement alimentaire de la vie chère qui nous réduisait jusqu'alors à de simples tubes digestifs. Elle induit, d'autre part, un renforcement de la transparence, arme sine qua non si l'on veut véritablement mettre fin à l'opacité structurelle entourant la formation des prix et des marges en Outre-mer, ainsi que les comptes non publiés depuis des décennies en toute impunité des lobbies faiseurs de vie chère. Elle renforce de surcroît les moyens et pouvoirs des OPMR, entités jusqu'ici notoirement sous-dotées au regard des missions qui leur sont assignées. Elle porte enfin les premiers gènes, cette proposition, les premiers gènes d'une rupture salutaire avec le modèle néocolonial qui tente à faire de nos pays des plateformes exclusives d'importation et de surconsommation. Nous refusons la perspective que nos générations à venir soient réduites à des rôles de pousseurs de caddies dans les supermarchés des autres. Nous sommes aussi conscients que la lutte contre la vie chère revêt d'autres dimensions auxquelles il faudra résolument s'attaquer et sur lesquelles l'État devra définitivement clarifier ses positions. Ce texte n'est peut-être qu'un caillou dans la mare de la vie chère, mais nous croyons fermement que la somme de tous ces cailloux finira bien par combler cette mare un jour. Desmond Tutu ne disait-il pas, je cite, « Faites le bien par petits bouts, là où vous êtes,
car tous ces petits bouts, une fois assemblés, transformeront le monde. Dans ces conditions et dans un tel état d'esprit, aucune violence, aucune incarcération abusive, aucune répression, aucune intimidation, aucune compagnie de CRS 8 ne saurait venir museler ce mouvement décolonial enclenché pour plus de justice. Merci. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Élie Khaliffer pour le groupe socialiste et apparenté. Merci beaucoup. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure, chers collègues, c'est une PPL de justice sociale, d'égalité. Madame la rapporteure, cette PPL vous honore. Monsieur le Ministre, cette PPL vous rattrape l'ancien Premier ministre. La vie chère est un phénomène historique qui perdure et qui se traduit par des prix de la consommation dans les territoires ultramarins qui ne sont rien comparables avec ceux pratiqués sur le territoire hexagonal. On l'a dit, qu'il s'agisse du secteur de l'alimentation, du logement, de la téléphonie, des transports, de l'automobile, c'est encore plus grave, du logement. L'enquête de comparaison spatiale des prix de l'INSEE publiée en 2022, relative au niveau de prix constaté entre les différents territoires français, révèle un écart insupportable de 40% en moyenne pour les produits alimentaires, impactant lourdement le pouvoir d'achat des 3 millions presque de Français vivant dans ces territoires ultramarins oubliés. Et ceci plonge les familles dans la précarité et la malbouffe. La Martinique, vous le savez, a connu récemment une mobilisation citoyenne contre la vie chère. Une mobilisation jamais enregistrée jusqu'alors sur l'île. Ce n'était pas donc une fantaisie. Plusieurs territoires ultramarins ont été marqués par des mouvements de forte contestation contre la vie chère. Sans égrener ces manifestations depuis 2008, en passant par 2009 sur mon île, la Guadeloupe. Jusqu'à 2018, il y a eu des manifestations dénonçant les inactions et l'abandon même de l'État face à la domination économique des grands groupes et à la dégradation des niveaux de vie. Ce sont donc des blocages de magasins, d'infrastructures, de mobilité, routes, aéroports, ports, l'occupation de lieux symboliques, ronds-points, places, parvis de mairie, mais aussi des confrontations avec les forces de l'ordre et les représentants de l'État. Elles traduisent un véritable malaise vécu, ressenti par la population vis-à-vis de son pouvoir de vivre, de l'accès à l'emploi, aux droits, des inégalités socio-économiques ou encore de l'insécurité sociale, sanitaire, environnementale à laquelle elle est confrontée, cette population ultramarine. Pour les socialistes, et ça doit vous dire quelque chose, monsieur le ministre, c'est insupportable. Ce coût de la vie dans les territoires d'outre-mer appelle une rupture franche avec les politiques menées depuis 2017 par les gouvernements successifs nommés par le président, pour qui la vie chère n'a jamais été une priorité sur le territoire. C'est vrai, nous sommes pour la liberté d'entreprise, mais pas pour l'assassinat de tout un peuple. Nous rappelons que les lois de régulation économique de 2012 et égalité réelle initiées par Victorin Lurel et portées au gouvernement par les ministres Georges Paul-Langevin et Éric Abaretz ont mis en place des outils pour les pouvoirs publics, État, collectivités locales et autorités de la concurrence, afin de lutter contre les marges abusives et les pratiques
anticoncurrentielle scandaleuse, oui, scandaleuse. Sous la précédente législature, les députés du groupe socialiste apparenté ont aussi été à l'initiative d'une commission d'enquête et on veut saluer l'œuvre portée par Johnny Ajar. Le rapport présenté le 20 juillet 2023 a exposé des mécanismes de formation de prix et actualisé tant le constat objectif des écarts de prix que les propositions d'action de régulation pour redonner du pouvoir d'achat, du pouvoir de vivre à nos compatriotes. Il convient d'en tirer les enseignements et les propositions utiles. Il faut agir, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Avec la présente proposition de loi du groupe socialiste et apparenté, nous poursuivons le combat pour lutter contre la vie chère et les phénomènes de concentration des principaux acteurs présents sur ces territoires. Mes chers collègues, notre devoir aujourd'hui est de nous rassembler sur tous les bancs de cette Assemblée, pour non seulement écouter cette misère, écouter cette révolte, mais surtout pour dire une chose simple, les grands intérêts économiques, la liberté d'entreprendre ne doivent pas rendre la vie impossible sur les territoires ultramarins. Chacune et chacun doit pouvoir, en hexagone comme en outre-mer, vivre dignement. Nous devons garantir des prix accessibles partout sur le territoire, en particulier pour les biens de première nécessité et de grande consommation, qui sont, vous le savez, indispensables à la vie quotidienne. Mettons fin aux économies de comptoir héritées des temps anciens, des temps coloniaux. Établissons enfin sur ces terres l'exigence républicaine. Merci. Je vous remercie. Voilà pour la discussion générale de la proposition de loi pour lutter contre la vie chère en Outre-mer. Rappelons que les prix sur ces territoires seront de 30 à 42% plus élevés qu'en métropole. Le texte a été largement voté. À très bientôt sur LCP pour un autre moment parlementaire. Vous pouvez tout revoir toutes les séances sur lcp.fr et sur notre chaîne YouTube. À bientôt. Bye bye.